Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Le Métronome, l'émission de ce jour est consacrée à la lutte contre la vie chère. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé, en effet l'un des axes prioritaires de son action à la tête du gouvernement gabonais. Le mardi 24 janvier dernier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé a mis le curseur sur le premier axe prioritaire de son action, donc consacré à la vie chère. Et pour décrypter ce volet de cette déclaration d'Alain-Claude Billy-Binzé, je reçois Ibrahim Tsenje Mboulou. Il est le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. Monsieur Ibrahim Tsenje, bonsoir. Bonsoir, Ange. Merci d'être dans le métronome du jour pour que nous fassions un point sur cette actualité relative donc à cette annonce faite par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale devant les représentants du peuple, les députés. C'était le mardi 24 janvier dernier. 12 axes prioritaires qui vont donc sous-tendre l'action du gouvernement de la République. Alors, le premier axe prioritaire, c'est l'axe consacré à la lutte contre la vie chère. Vous êtes un homme heureux de savoir que dans ces priorités du gouvernement aujourd'hui, la lutte contre la vie chère est, semble-t-il, dans l'ordre chronologique, la priorité des priorités. Oui, tout à fait. Vous me donnez là aussi l'occasion de remercier le gouvernement de la République, remercier en particulier le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, pour cette initiative. Je dis que je me félicite et je félicite le gouvernement pour avoir pris la mesure de cette situation, cette préoccupation qui est la vie chère. Et la vie chère qui n'est pas une problématique propre à notre pays, au Gabon. Et la vie chère, disais-je, est une problématique qui concerne le monde entier. Et je me réjouis donc que le gouvernement, que le président de la République ait pris la mesure de cette préoccupation qui est au cœur de la vie de ses compatriotes, la vie de tous les Gabonais. Alors, dans son discours, lors de la déclaration de politique générale, Alain-Claude, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, a dit vouloir s'attaquer contre la parafiscalité. On va aborder ce point dans l'émission du jour. Mais avant, commençons peut-être par cette autre innovation, la création d'un ministère donc, dédié à la lutte contre la vie chère, ministère dirigé par René Ndembezo-Obiang. L'idée de créer un ministère dédié à la lutte contre la vie chère, comment est-ce que vous, président d'organisation de consommateurs, vous réagissez? Je ne peux que remercier davantage les plus hautes autorités de notre pays pour avoir, n'est-ce pas, créé ce ministère et qui est un tout premier ministère en Afrique. Je n'ai pas connaissance d'un pays qui a créé un ministère consacré essentiellement à la consommation et à la lutte contre la vie chère. Donc, le Gabon fait là, disons, c'est le premier pays en Afrique du Sud du Sahara à consacrer un ministère de plein exercice à la question de la consommation et justement de la lutte contre la vie chère. Et c'est pour dire que les autorités, comme disais-je au début de mon propos, que le président de la République a pris la mesure de l'importance de la considération de la problématique de la vie chère, que je me réjouis, donc je félicite pour moi et pour la communauté des consommateurs, parce que nous menons cette lutte depuis 2003. Et depuis 2003, à ce jour, ça fait 20 ans que nous luttons pour la promotion des droits des consommateurs et pour lutter également contre la vie chère. Mais je dois avouer également que c'est un grand chantier sur le plan technique. C'est vrai, ce sont des déclarations, ce ne sont pas, c'est pas un vœu pieux, mais ce sont des déclarations pour moi qui sont essentielles dans la vie de la communauté. Parce que, justement, je ne parle pas déjà du ministère de la Consommation. Le ministère de la Consommation a été créé et c'est diversement accueilli par la communauté gabonaise. Il y en a qui disent que la majorité dit que c'est une bonne chose. Ça veut dire que le gouvernement de la République, le président de la République, a pris à cœur la problématique
d'organiser le secteur de la consommation, qui est lié, qui est un pan important de l'économie d'un pays. Eh bien, et de l'autre côté, ils sont habitués également à avoir des créations des ministères et qui ne durent pas dans le temps. Et donc, pour cela, les objections sont claires. Pour moi, il faut que nous nous battons pour que le ministère ait déjà on va dire quoi, son décret de création, d'attribution, d'organisation, qui va bien fixer le ministère dans le paysage des institutions du gouvernement. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Le texte sera certainement pris lors de tout prochain Conseil des ministres. Alors, ça veut dire que pour l'organisation des consommateurs, pour les consommateurs, c'est une forme de, je ne veux pas dire révolution, mais c'est une réponse adéquate apportée par le gouvernement de la République dans le cadre de cette situation difficile que vivent les populations depuis 3-4 ans maintenant. Oui, là, nous étions en train de parler de la création du ministère. Oui. Mais en ce qui concerne la création du ministère, je disais que le gouvernement a pris la mesure, donc a pris la chose au sérieux et est en train de développer sereinement donc, la mise en place de l'institution qui doit encadrer le domaine de la consommation dans notre pays, qui était toujours logé soit ou traité par différents départements ministériels. Donc, puisque la question de la consommation est une question transversale et donc qui concerne plusieurs départements, et donc cette question a été traitée par de nombreux acteurs. Donc aujourd'hui, le gouvernement a pris la mesure en mettant en place un ministère de plein exercice et puis nommé à la tête de ce ministère un ministre d'État. Et donc pour nous, la consommation va jouer pleinement son rôle dans notre pays et ce n'est pas la chose, disons, la préoccupation du gouvernement seul. Ici, je ne fais pas dans la langue de bois, nous sommes en train de voir comment appuyer le gouvernement pour que le ministère de la Consommation joue exactement le rôle qui est le sien et atteigne ses objectifs très rapidement. Alors, il y a donc... de l'autre côté, c'est la vie chère. Oui. Oui, la vie chère. Donc, on va revenir sur la vie chère. Alors, c'est vrai qu'il y a désormais un ministère dédié à la lutte justement contre la vie chère, mais la transversalité dont vous parlez, elle va continuer à exister entre le ministère la lutte contre la vie chère, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie, évidemment pour rendre efficientes toutes les actions qui seront menées et qui devraient concourir à améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. La vie chère, Ibrahim Sendje, il y a quelques semaines seulement, une nouvelle mercuriale a été élaborée. Est-ce que vous pensez qu'avec la création de ce nouveau ministère dédié, cette mercuriale sera reformée, revue ? Bien sûr que oui. Depuis le 1er octobre, nous avons effectivement signé le protocole qui lançait également la nouvelle mercuriale, mais qui concernait 48 produits. Mais avant ça, on avait plus de produits que ça. Mais le problème de la lutte contre la vie chère ne s'arrête pas à la promulgation, disons, à la sortie des listes ou des mercuriales. Il s'agit de prendre la chose à un niveau très sérieux, à un niveau élevé, comme le président de la République l'a fait déjà en nommant à la tête de ce ministère un ministre d'État et quelqu'un que tous les Gabonais connaissent, un rompu de la politique du pays, en l'occurrence M. René Ndemezo-Obiang. Et donc nous avons confiance. Nous pensons que ce ministère et la lutte contre la vie chère va prendre son véritable essor. En quoi faisant? La transversalité ici veut, en notre sens, que le ministère puisse booster également les actions du développement rural. Ailleurs, parmi les actions qui sont préconisées pour lutter contre la vie chère, c'est aussi l'appui aux acteurs ruraux, aux cultivateurs, pour que ces derniers puissent, et aux familles et aux individualités, c'est-à-dire apporter une subvention, une aide pour que ces gens puissent produire davantage, parce que notre pays est un consommateur net des produits
alimentaires importés. Donc là, c'est la transversalité qui existerait avec entre le ministère et le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire qu'il faut pouvoir réformer des projets, des programmes comme le projet Graines, autonomiser Tout à fait. Pas seulement le projet Graines, mais dans un premier temps. Parce que l'agriculture aussi, on ne peut pas planter aujourd'hui et puis demain consommer. Il faut attendre quand même une certaine période. Mais pour cela, quand je parle de l'agriculture, je dis que le ministère va par exemple recenser tous les producteurs et encourager les foires agricoles. Donc participer avec le ministère de l'Agriculture pour, comment on appelle ça, voir comment organiser les foires agricoles et voir comment organiser des tables rondes pour encourager les gens à consommer. Mais pour organiser des foires agricoles, il faut bien qu'il y ait des produits, c'est-à-dire qu'il faut davantage accompagner, inciter et accompagner les populations dans un retour à la terre. Oui, je vais vous prendre un cas qui existe. Nous achetons actuellement, c'est la période des atangas, qu'on appelle chez nous les atangas. D'autres disent les prunes. Les prunes au Cameroun. Voilà, donc, nous, les atangas existent partout ici. Or, on continue à vendre un tas d'atanga à 500 francs. Alors que les revendeurs payent un sac d'atanga à 2000 francs. Mais ils ne savent pas combien d'atanga existe dans le sac. Voyez-vous, donc ce sont des choses que nous allons organiser en vendant au kilo. Voyez-vous, au gramme, donc avec des conventions. Voilà, avec des conventions, avec des entretiens. Ce que je vais donc souhaiter pour parler de ça, c'est la communication. Dire que, Monsieur le Premier ministre, chaque gouvernant a son style. On ne peut pas dire que le Premier ministre actuel va faire comme les autres. Non, Monsieur le Premier ministre a son style. Monsieur le Premier ministre Alain-Claude Biliaisé a son style. Et ce style-là, nous, en tant que société civile, nous disons qu'il doit communiquer. Il doit apprendre à communiquer et inciter l'administration de la consommation à communiquer. Parce que lorsqu'on ne communique pas, même dans un foyer, voyez-vous, monsieur Ange, lorsque le couple ne communique pas, il y a toujours des problèmes. Et donc, dans notre pays, on a souvent fait l'amalgame. Et parfois, à raison, cet amalgame est entretenu. Le gouvernement ne communique pas, ils font des affaires, mais on ne connaît pas. Et puis un jour, on nous dit, oh, il y a eu quelqu'un qui a détourné plusieurs milliards. On dit, mais avec ces milliards-là, si on nous avait dit que le projet n'a pas abouti parce qu'il y a eu des détournements en amont, on ne devait pas se plaindre. On devait savoir qu'il existe quelque chose. Même s'ils ne peuvent pas faire des milliers de choses, hein, ça va être la démagogie de la politique, mais si ils attaquent des choses, même une seule chose, mais à condition de communiquer, mais les gens vont être rassurés. Hein. Et comme je disais tantôt, ventre affamé n'a point d'oreille. Si le gouvernement appuie les cultivateurs, bien, les gens vont se nourrir et nourrir leur progéniture, envoyer les enfants à l'école. Mais pourquoi va-t-il y avoir des conflits? Il n'y aura pas de conflits. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait des activités génératrices de revenus, notamment dans les zones rurales. C'est bien ça, il faut autonomiser, il faut autonomiser. Pour les femmes, oui, davantage. Le gouvernement en parle déjà, c'est très bien, félicitations, mais il faut que ça soit concrétisé. Comme il faisait les gouvernements précédents, je parle à l'époque du Parti unique, il y avait des allocations familiales à l'intérieur du pays. Et donc, ces allocations aussi peuvent aller vers les paysans. Donc, cet appui-là, ça fait partie des stratégies, des points que certains pays préconisent pour lutter contre la vie chère. Il faut créer des emplois. Ça, le gouvernement l'a déjà dit dans ses différentes déclarations. Mais nous souhaitons que ça soit du concret pour véritablement lutter contre la vie chère. Ce n'est pas difficile. Si on se met à recenser, comme j'ai pris l'exemple des atangas, des atangatiers dans la province de l'Estuaire seulement, mais nous aurons les marchés remplis d'atangas et ça coûtera moins cher et tout le monde aura accès à ces fruits. Et il reviendra aux chercheurs et aux scientifiques de venir nous dire les vertus de la tanga. Et donc,
On parlera de la tanga, on parlera des tomates, on parlera d'autres productions, d'autres fruits qui contribuent à l'entretien de l'organisme et à l'entretien de la vie. Est-ce que la vie chère, ça passe aussi par... le gouvernement parle évidemment de pouvoir apporter des réponses par rapport au problème de l'emploi, évidemment, mais aujourd'hui, vous pensez qu'il est utopique de penser qu'il peut y avoir un relèvement du SMIC, augmenter le pouvoir d'achat des populations dans un contexte aussi difficile? Non, ça n'a jamais été une solution pour nous, hein, augmenter le pouvoir d'achat en passant par l'augmentation du SMIC. L'augmentation du salaire, non. Parce qu'à chaque fois, on a vécu cela, à chaque fois qu'il y avait augmentation ou annonce d'augmentation de salaire, ben, tout de suite, les spéculateurs augmentaient les produits. Et donc, ceux qui avaient reçu quelques bonus, quelques augmentations de salaire, n'arrivaient pas à se rendre compte ou à savoir si il y avait un impact dans leur pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas une solution. Ici, il faut combattre les spéculateurs. C'est très facile. Il y a beaucoup d'informels, mais il faut savoir comment encadrer cet informel-là. Et identifier, et nous ne sommes pas nombreux. C'est là où il faut mettre les contributions, il faut avoir la contribution des chefs de quartier. Les chefs de quartier savent exactement qui habite son quartier. Donc on peut savoir qui est commerçant dans le quartier. Et identifier tous les commerçants formels et informels et voir comment encadrer ces commerçants-là. Voilà, c'est ça, c'est très facile. Mais il faut la participation de la société civile, la participation des chefs de quartier qui sont au centre des préoccupations aussi de la vie chère. Et ça, ils peuvent apporter un coup de main. Il n'y a pas de honte à aider un gouvernement. Et dans notre pays aussi, les gens pensent que le gouvernement peut... c'est un ange, c'est pas parce que vous appelez ange, c'est un ange qui peut trouver des solutions à tous les problèmes. Ceux qui sont au gouvernement ont des familles. Nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous, nous avons des familles élargies. Donc, ils ne sont pas seulement... Parce qu'il y en a qui disent, non, les ministres, ils ont leurs enfants à l'étranger, ils ne se préoccupent pas de la vie chère parce qu'eux, ils ne vivent pas dans nos marchés. Mais c'est faux. Au contraire, les spéculateurs profitent de la présence des ministres et autres hauts fonctionnaires, ou du moins ceux qui gagnent beaucoup par rapport au reste de la population, qui achètent dans les mêmes magasins. Et donc, quand un ministre vient acheter, ou bien, pas forcément le ministre, quelqu'un qui a un pouvoir d'achat élevé, achète au même titre que celui qui a un pouvoir d'achat faible, ben donc, le vendeur, le spéculateur va conserver le même prix. Hein? Donc il ne pourra pas, il ne vend pas en fonction de la tête du client, il vend en fonction du porte-monnaie. Ibrahim Senji, alors en 20 ans d'existence, l'Organisation gabonaise des consommateurs a apporté sa pierre à l'édifice pour essayer d'améliorer les conditions de consommation des populations gabonaises, au-delà des foires agricoles que vous préconisez, que vous souhaitez voir organisées sur l'ensemble du territoire. Quelle autre proposition fait l'OGC justement pour continuer à lutter contre la vie chère? Oui, l'OGC, justement, vous verrez que je m'appuie toujours sur le président de la République, chef de l'État, qui nous a demandé de faire l'autocontrôle. Donc, pour faire l'autocontrôle, il faut d'abord connaître ses droits. Vous ne pouvez pas défendre quelqu'un si vous ne connaissez pas vous-même la question. Vous n'avez pas la maîtrise d'une question, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la question et apporter des solutions. Et donc, pour cela, nous faisons la promotion des droits, également des devoirs du consommateur, pour justement se rendre autonome et appuyer l'action gouvernementale et l'action du président de la République afin que tout le monde puisse gagner son compte, c'est-à-dire que la paix sociale puisse arriver. Donc, la promotion des droits. La promotion des droits passe par, justement, la contribution des médias, que le gouvernement accepte la critique et que les gens ne critiquent pas sans apporter des solutions. Il faut
apporter des solutions, mais que le gouvernement accepte la critique. Est-ce qu'il y a une forme de désintérêt de la part des populations vis-à-vis de vos organisations? On ne voit pas des mobilisations spontanées ou des importantes mobilisations lorsqu'il faut défendre les droits des consommateurs, par exemple, comme on le voit dans les pays de grande démocratie. Comment expliquer cela? Ça fait 20 ans que vous existez, vous n'êtes pas la seule organisation dans le monde justement de la préservation des droits des consommateurs. Mais on a l'impression que les populations gabonaises ne sont pas intéressées aux actions que les associations ou les organismes de consommateurs font. Comment comprendre ça? Vous avez raison. C'est une question essentielle et elle n'est pas propre à l'Organisation gabonaise des consommateurs. Partout où cette idée-là, la défense des consommateurs, est née, elle a rencontré des difficultés. Et dans un premier temps, les populations pensent que la défense des consommateurs ou une association de consommateurs est un service public gratuit. Donc les gens qui veulent y adhérer viennent comme ça. En fait, nous avons affaire aux sympathisants. Et de l'autre côté, en amont, il faut penser que comme ils ne maîtrisent pas encore leurs droits, ils confondent les droits et les devoirs. Ils confondent parfois les droits de l'homme avec les droits économiques du consommateur. Et donc nous avons toujours répété à chaque fois les droits du consommateur, droit à la satisfaction des besoins essentiels, droit au choix, droit à la réclamation, donc au recours, droit à la représentation, droit. Donc tous ces droits-là doivent être expliqués avec des campagnes pendant 40 ans. Consumer International, qui est la plus grande association du monde, elle est devenue, pourquoi à partir des statistiques. Ici, nous avons les statistiques, mais qui ne sont pas publiées. Et donc, pour publier, il faut de l'argent. Et de l'argent, il faut la première source d'une association de consommateurs, d'abord, les consommateurs eux-mêmes. Or, ils demandent, c'est pourquoi nous appuyons également sur l'État, parce que nous faisons une chose qui concerne le service public, donc l'intérêt général. Et donc, pour cela, l'État doit contribuer. Si chaque Gabonais apportait seulement 25 francs de contribution pour l'association de consommateurs, ben, nous serons forts. Nous serons forts pour aider le gouvernement à mener certaines actions et aider les populations à se prendre en charge d'abord pour l'éducation. Dans les écoles, pour la connaissance de leurs droits, la défense de leurs droits. Oui, connaissance de leurs droits. Parce que avant de préconiser les marches ou les sittings ou autres, ça c'est lorsque une société ou un grand distributeur empoisonne la vie des consommateurs qu'il y a des situations comme ça à l'extérieur. Mais pour le moment, nous avons une économie embryonnaire qui tâtonne. Au niveau de la consommation, nous avons donc à garantir déjà la bonne consommation. Peut-être faire du bio, mais le bio ici ne peut pas être coûteux comme en Europe. La conception du bio, nous consommons déjà bio. On va revenir sur cet aspect-là. Il faut encadrer ce bio avec les chercheurs que nous avons sous la main et les scientifiques qui doivent faire de tables rondes, communiquer aux populations l'importance de consommer des aliments propres et nutritifs. Voilà. Ça passe par ça pour que tout le monde puisse avancer. Mais comment être solidaire? Or, ça fait partie des devoirs des consommateurs, des populations. Être solidaire, c'est-à-dire que revendiquer en connaissance de cause dans le grand groupe, encadré par une organisation de consommateurs. Ça, c'est très important. Les consommateurs font partie de la société civile, donc c'est un pas important de la société civile, et faire connaître de façon démocratique souvent ce qui empoisonne leur vie, poser les revendications à celui qui est censé, qui a les manettes de l'État et qui s'occupe de tout le monde, c'est-à-dire le gouvernement. Donc c'est de manière conviviale. On ne pose pas les problèmes toujours. Parce que moi, on m'a dit, mais toi, tu défends les consommateurs, mais on ne t'a jamais mis en prison. Est-ce qu'il faut-il d'abord aller faire un tour en prison avant de défendre les consommateurs? Non, parce que certains estiment que vous roulez peut-être pour le gouvernement au lieu de défendre véritablement les droits des consommateurs. Vous avez raison. On ne roule pas pour le gouvernement. C'est parce que les gens ne sont pas vigilants ou actifs. Ils ne s'ouvrent pas au monde. Ils regardent la télévision, mais ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Vous verrez que de temps en temps, lorsque moi je suis l'actualité à l'international,
ces gens-là font les éloges à leur gouvernement, les éloges à leur président, pour leur encourager. Pourquoi? Parce que la fonction de président de la République ou la fonction de ministre, ce n'est pas des petites fonctions. C'est des fonctions très importantes, c'est une charge, une pression. Oui, mais vous avez également, vous, la responsabilité de la défense des droits des consommateurs, oui, ou des consommateurs, donc du coup, oui, mais sans la responsabilité est également importante. Sans les consommateurs, oui, nous avons une responsabilité importante. Avant de venir sur ce plateau, j'ai eu des plaintes. Ben, comment gérer ces plaintes-là? Les plaintes de quel ordre qui faisaient mention de quel sujet? La santé, par exemple. En banlieue de Libreville, nous sommes allés hier, il y a quelqu'un, un enfant s'est fait mordre par un chien. Et on arrive, on nous dit que le dispensaire est ouvert. L'infirmier n'est pas là. Mais donc, il y a seulement un seul infirmier. Donc, il n'y a pas de garde dans cet endroit-là. Voyez-vous. Et vous êtes confronté à ce type de problème? De problèmes. Au quotidien, c'est bien quotidien. Quelqu'un a envoyé de l'argent et puis voilà, ce n'est pas arrivé à destination. Et comment faire pour réclamer son argent? Et lorsqu'on doit lui rendre son argent, on doit rendre également les frais. Est-ce que vous avez une cellule de veille? Est-ce que l'organisation comme des consommateurs un site internet. Vous avez un numéro vert? Nous avons un site internet. Non, pour le moment, nous n'avons pas de numéro. Mais nous avons un numéro vert, le 8085 de la DGCC. On travaille ensemble. La DGCC, c'est l'administration. Et l'administration travaille avec le partenariat de l'OGC, l'Organisation des consommateurs. Il y en aura peut-être d'autres. Mais pour le moment, nous souhaitons que comme celui qui m'a appelé hier veut son adhésion depuis OIM. Donc tous les Gabonais adhèrent à l'association consommateur. Nous avons aussi des points de représentation à l'intérieur du pays. Donc nous avons une page Facebook, le numéro WhatsApp 06 66 25 21 49. C'est notre WhatsApp. Et donc on a tous les moyens pour atteindre le grand public. Mais tel n'est pas le cas. Les gens viennent nous voir quand ils ont un problème. Et lorsque le problème est réglé, ils ne reviennent plus. Et voilà, nous sommes à ce stade-là. Et donc, malheureusement, on ne peut pas réinventer la roue. C'est le passage obligé pour les associations de consommateurs. Justement, sur ce volet consacré à la préservation des droits des consommateurs, est-ce que l'OGC a établi des passerelles avec les départements qui ont la responsabilité de la protection des droits et justement des citoyens? Je vais parler par exemple du ministère de la Justice. Quand un citoyen, un consommateur se sent lésé, comment vous l'accompagnez pour entrer dans ses droits? Bien sûr, nous accompagnons les consommateurs. Nous privilégions d'abord les règlements à l'amiable. Ensuite, si ça ne tient pas, nous allons intenter déposer une plainte devant le tribunal. Et à ce moment-là, nous accompagnons le consommateur dans la rédaction de la plainte, dans le plaidoyer. Et donc, c'est ça la plaidoirie, parce que nous avons aussi des avocats voilà, qui viennent volontairement nous accompagner. Ça, il faut féliciter ces avocats gabonais qui nous accompagnent vraiment volontairement. C'est vraiment un coup de chapeau. Et beaucoup de consommateurs ne savent pas ça. Et que nous avons la possibilité d'être accompagnés par les avocats sans rien payer jusqu'à ce que soit nous perdons ou nous gagnons. Alors, beaucoup de consommateurs ne le savent pas parce que vous ne communiquez pas assez. Vous ne communiquez pas du tout. Nous communiquons. Maintenant, je suis en train de communiquer sur vos enquêtes. Mais c'est une action spontanée ou ponctuelle. Votre communication doit être agressive, permanente. Et la communication demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, autant pour l'association de consommateurs que pour le gouvernement de la République. Et donc, pour cela, si les consommateurs veulent davantage avoir de l'information, il faut participer aux activités de l'association des consommateurs. En quoi faisant? En cotisant, en envoyant des dons, des choses comme ça. Ça se passe ailleurs, il n'y a pas de honte à le faire. Et il n'y a aucune connivence entre le gouvernement et nous. Et nous sommes partenaires du gouvernement, de plein droit. Toutes les associations qui travaillent pour l'intérêt général sont des partenaires du gouvernement. Nous ne sommes pas des syndicalistes, mais nous défendons les consommateurs, les droits des consommateurs, c'est des droits universels et donc reconnus. Il n'y a pas de honte à soutenir le gouvernement dont on veut les retombées, parce que l'action du gouvernement doit avoir un impact sur les populations, donc sur le consommateur. Donc il n'y a pas de raison que le consommateur qui est le bénéficiaire des actions du gouvernement ne puisse pas soutenir ou encourager ce gouvernement
et à plus forte raison, le président de la République, chef de l'État. Voilà, donc c'est dans ce sens que tout le temps, vous me verrez, quand ça va bien, ben, je le dis. Et même si ça ne va pas bien, ben, je dirai toujours, parce qu'il faut communiquer, et j'encourage le gouvernement à communiquer davantage, que le Premier ministre actuel fasse plus d'efforts dans ça. Il n'y a pas de honte à dire que nous avons une petite chose à faire. Et ben, il y a quelques difficultés à ce niveau. Comme lorsqu'ils sont en train de communiquer en ce moment par rapport au déraillement du train qui a causé beaucoup de souffrance aux populations du Haut-Ogooué et de Lolo. Voilà, sur l'arrêt du trafic ferroviaire, oui. Oui, l'arrêt du trafic ferroviaire a fait en sorte que ces populations ne puissent pas être... Est-ce que vous avez joué un rôle justement par rapport à cette actualité? Si oui, comment ça s'est traduit sur le terrain? Ben, sur le terrain, nous sommes en contact avec les populations locales et nous avons dans notre site internet, notre page Facebook, notre page TikTok aussi, pour ces réseaux sociaux, mené des actions qui ont contribué. Quel type d'action vous avez mené? Nous avons montré par exemple que maintenant le gaz coûte ceci, voilà la pénibilité que rencontrent les populations, des files interminables, des choses comme ça. C'était des actions de communication à l'endroit des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics et des populations. Voilà, des populations également. Et on a dit, ils sont tous dépendants. Mais nous avons dit, si nous disons qu'il faut utiliser le charbon de bois, ben, nous allons encore revenir sur le carbone, etc. Donc, voyez-vous, moi-même, je suis préventeur de risques, donc je ne veux pas solutionner ou bien proposer des solutions qui vont à l'encontre du changement climatique pour favoriser encore les méfaits du changement climatique sur les populations. Donc, je suis obligé de réfléchir abondamment, profondément, pour donner des solutions à chaque fois aux gens qui le sollicitent. Et s'il y a quelque chose, je communique dans ces différents canaux de communication. Et donc, il y a beaucoup à dire par rapport, comme je suis venu ici pour parler du décryptage. Justement, sur le volet lié à la vie chère et à la consommation, justement, aujourd'hui, le gouvernement a fait des efforts pour justement accompagner ou traduire en acte cette politique visant à faire en sorte que les populations gabonaises soient à l'abri d'un certain nombre de méfaits, notamment ce qui concerne la consommation en créant des outils, des organismes techniques qui participent de la vérification sur le plan de l'hygiène des aliments notamment qui sont importés, même produits sur le territoire national. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des limites justement de ces organismes techniques? Comment est-ce que le GC les perçoit, l'AGASA, et les services d'hygiène et toutes les entités du ministère de l'Agriculture ou même du commerce qui existent dans ce domaine-là? Oui, bien sûr. Nous avons des techniciens bien formés et nous avons des limites également, constatons des limites. Lesquelles? La traçabilité. Par exemple, il y a des chevauchements et puis des cloisonnements. Voilà. Et donc, ça commence à aller de moins en moins bien, malheureusement. Donc, la situation devient de plus en plus préoccupante, c'est ça? Oui, dans le sens que il y a certaines administrations qui sont désintéressées pour les contrôles et autres, et il y a d'autres qui le font, mais qui font avec des prestataires. Et donc, en ce moment-là, on ne sait pas exactement, ce sont les résultats. Par exemple, la GASA n'a pas la GASA, la GANOR n'a pas eu de conseil d'administration. Or, la GANOR regarde ces questions-là depuis plusieurs. Mais alors, si vous avez une entité qui a un conseil d'administration et qui ne la tient pas pendant une année, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui ne sont pas bonnes. Et donc, dans ce sens-là, pour les produits, pour ce qui concerne les produits importés, il est important d'avoir de relais et suivre la traçabilité. D'où part le produit, où arrive-t-il et comment le produit est conservé, distribué. Donc, toute la vie du produit doit être suivie par les administrations et même les membres de la société civile, donc les associations de consommateurs.
à tous les niveaux. Encore une fois, il ne faut pas le cloisonnement, mais que l'information aboutisse à tous. Or, lorsqu'il y a opacité de l'information, ça veut dire qu'il y a la corruption derrière. Et justement, nous n'avons pas encore mis un terme aux actions de corruption. Il y a ça qu'il faut combattre. Il faut combattre la corruption. Il faut que, parmi les chantiers du Premier ministre actuel, c'est cela, combattre la corruption à tous les niveaux. Sinon, ces actions seront vaines. Et en tant que membre de la société civile, je dis également qu'on ne peut pas dire que tous les gouvernements, ce qu'ils disent, c'est déjà vu, c'est déjà dit, c'est déjà parlé. Non, 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 non. Pour nous, OGC, Ibrahim Senjem-Boulou, je dis que ce Premier ministre, par exemple, a occupé de hautes fonctions ministérielles et nous sommes dans l'opinion nationale. On n'a pas encore décrié, hein, je n'ai pas encore entendu qu'après le passage de ce monsieur dans tel ministère, il y a eu la catastrophe. Donc, pour le moment, tous les passages sont positifs. Il est passé au ministère de la Communication, il a laissé un bus là-bas. Tout le monde me dit souvent que ça, c'est le bus que le ministre Alain-Claude Bilibizé, à l'époque, avait laissé. Ça fait plaisir. Ça veut dire que quelque part, il y a des souvenirs qu'il a laissés. Hein? Aujourd'hui, on parle de, comment dirais-je, la taxe qu'on nous retire. La RAC. La RAC. C'est le ministre Alain-Claude Bilibizé. La redevance. À l'époque. Donc aujourd'hui, devenu Premier ministre, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, dans ce pan-là, celui lié à la lutte contre la vie chère, à la consommation, au regard de ce que vous êtes en train de décrire, hein, en termes de cloisonnement ou de chevauchement entre les différentes administrations qui ont la responsabilité de faire dans la traçabilité, de vérifier de la qualité des aliments qui sont qui prennent les prestations. Est-ce que vous pensez qu'il y a des réseaux mafieux qui existent et qui peuvent justement profiter de l'absence d'un conseil d'administration que devrait tenir la GANOR, l'Agence gabonaise de la normalisation? Oui, il n'y a pas que la GANOR. Il y a la CNSS qu'on vient de créer, disons, dont on vient de transmettre la gouvernance au privé, je pense. Oui. Voilà. Donc, on a besoin, par exemple... À la Fédération des entreprises de qu'il y ait un conseil d'administration transparent et qui fera en sorte que les prestations puissent être, comment dirais-je, efficaces pour tous les usagers, pour tous les consommateurs. Tous les usagers de la CNSS et de la CNAMGS. C'est ça, non? CNAMGS, la Caisse nationale de garantie maladie. Voilà, donc... Mais est-ce que ces différentes entités-là, ou certaines aussi, ne souffrent pas de manque de moyens? On a vu quand même sur le terrain depuis plusieurs années maintenant qu'il y a parfois des opérations, même si on peut les considérer comme étant des opérations sporadiques, organisée par la DGCC, la Direction Générale de la Consommation, sur le terrain. Mais on voit que ce type d'opération coup de poing ne s'organise pas à intervalles réguliers. Et d'ailleurs, de moins en moins, est-ce qu'il n'y a pas de raison d'être craintif? Vous savez, M. Ange Pamou, au Gabon, on parle de manque de moyens. Et de l'autre côté, les populations disent que le Gabon est un pays riche. Non, ce n'est pas les populations qui le disent, hein, ce sont les statistiques. Les indicateurs macroéconomiques. Voilà, les indicateurs, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres études disent cela. Donc, ce paradoxe-là, pays riche, pays pauvre, bon, on ne comprend pas. Le gouvernement, si le gouvernement n'a pas les moyens de sa politique, mais le gouvernement est ouvert aux institutions, ouvert à d'autres, aux partenaires. Donc, si le gouvernement veut entreprendre une action qui aura des effets immédiats sur la population, il n'y a pas de raison que le gouvernement n'aille pas rechercher les financements pour réaliser cette action-là. Donc on ne peut pas parler, il n'y a que la volonté des décideurs, la bonne gouvernance, la volonté. Les gens, pour moi, les personnalités qui suivent la vision du président de la République doivent concrétiser cette vision-là. Ils doivent concrétiser, ils doivent mettre tout en œuvre pour que la vision soit concrétisée. Et ils savent où trouver les moyens pour que ces activités qu'ils entreprennent
entreprennent puissent être réalisées sur le terrain. Donc on ne peut pas imputer l'absence de moyens pour ne pas réaliser la route, pour ne pas réaliser les infrastructures sanitaires, pour ne pas appuyer les consommateurs. Comme je le disais au début de mon propos, ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, quelqu'un qui vient vous donner de quoi manger, à nourrir vous-même, nourrir votre famille, il n'y a pas de raison que vous soyez contre lui. Et donc, il ne s'agit pas aussi d'apporter un sac de riz ou bien d'apporter des fruits, mais il s'agit de trouver de l'emploi, hein, de créer des emplois et de soutenir, par exemple, ceux qui produisent. C'est de ça qu'il s'agit, hein, pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Nous ne sommes pas nombreux et on a beaucoup de choses. Alors, les opérations coup de poing organisées par la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la plupart ont lieu à Libreville ou dans le Grand Libreville, oui. Parfois en province. Vous avez raison. Est-ce que justement, revenir sur la crainte, sachant qu'il y a des problèmes parfois pour avoir accès à certaines localités qui sont reculées dans les zones rurales en province, est-ce qu'à ce niveau-là, l'Organisation gabonaise des consommateurs organise des opérations aussi? Comment vous faites justement pour savoir qu'un produit qui est arrivé jusqu'à Moulengue Benza, jusqu'à Ekata, je ne sais pas moi, jusqu'à Bolossoville, on va respecter la date de péremption de ce produit-là, sachant que l'État, l'administration a du mal à y arriver. Comment vous faites? Mais nous, on ne peut que faire à travers l'information, à travers notre réseau de consommateurs. Mais il y a des localités qui ne sont pas couvertes par... Non, il y a la radio. Nous avons la radio. Moi, je passe à la radio. Radio Gabon couvre la plupart des localités, toutes les localités du pays. J'ai des retours parce que nous participons aux émissions. Vous avez des antennes dans toutes les provinces, dans tous les chefs-lieux de province, dans tous les Non, départements? nous avons des antennes pour le moment dans 5 provinces. Mais ça fait 20 ans que vous existez quand même. Oui, mais avoir 5 provinces, c'est des volontaires. Mais nous allons les compléter. Par exemple, avec l'arrivée du ministère de la Consommation, nous étions sur le point de le faire avec la Direction générale de la concurrence, la répression des fraudes. Et donc, nous y parviendrons. Tout est une question de sensibilisation, tout est une question de maîtrise de la chose. Les Gabonais ne peuvent pas vouloir une chose et son contraire. Ils veulent être protégés, mais il faut participer à sa propre protection. Ça veut dire que vous reconnaissez de façon implicite que le consommateur de ces localités précitées-là... Oui. Ils en ont besoin, ils ont besoin de la desserte. Vivent au quotidien dans une forme de danger quand même par rapport aux produits qu'ils consomment? Non, pas danger. Non. Pas de danger. Souvent, je suis en train de grossir les traits, c'est ça? Malheureusement, on a modifié nos habitudes alimentaires. Voyez-vous? Donc, les populations de l'intérieur du pays, il y en a qui sont tombés dans la paresse. Parce que vous ne pouvez pas... Hier, nous avons consommé les produits vivriers, nous avons consommé le manioc, les tarots, les ignames, la banane, qui existent encore. Mais les gens vous disent que ceux de Libreville leur envoient du riz. Ça ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Ça veut dire que dans les zones rurales. Dans les zones rurales. Il y a des endroits aujourd'hui, quelqu'un prend, pour parler de façon simple, veut consommer du poisson ou de la viande avec du maïs, ou aller acheter auprès d'un expatrié qui a fait sa plantation. Ça, ce n'est pas normal. Et de l'autre côté, non, nous ne pouvons plus planter parce qu'il y a l'éléphant. Hein? La peur de l'éléphant. Or, l'éléphant n'est même pas encore arrivé chez vous, vous commencez à dire vous ne pouvez pas planter. Vous allez souffrir de faim. Et vous attendez que celui qui est à Libreville, qui n'a pas de moyens, vous fasse acheminer un sac de riz. Mais ce sac de riz, pour être acheminé aussi, il faut la route. Il n'y a pas de route. Hein, les routes, là où il y en a, il y a actuellement avec les changements climatiques, les eaux qui sont montées et qui cassent les routes.
Voyez-vous? Parce que ça, les gens aussi ne s'expliquent pas pourquoi il y a tous ces phénomènes-là. Mais c'est maintenant, nous, on parlait déjà des changements climatiques dans ce pays depuis 2004. Mais c'est aujourd'hui que les effets sont vraiment visibles du changement climatique. Et donc c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et il faut rester nous-mêmes comment? En consommant local. Et nous allons faire aussi des campagnes dans ce sens. Consommer local, c'est une véritable révolution. Vous voulez, initier Ibrahim Sendje. Ce n'est pas une trouvaille d'Ibrahim Sendje. Les autres ont commencé à le faire dans d'autres pays de référence en Afrique. Et donc, il n'y a pas de raison que le Gabon ne le fasse pas. Ce n'est pas un retour, comme on dit, non, il faut retourner à la terre. Non, on ne retourne pas à la terre. C'est une véritable politique à élaborer donc, par le gouvernement, parce que la consommation locale, c'est accompagner, c'est soutenir les producteurs locaux, les petites et moyennes entreprises, et justement qui font dans le domaine du commerce, de la pêche, de l'agriculture notamment. Tout à fait. Il y a des actions qui ne demanderont pas des moyens, qui ne demanderont pas beaucoup de capitaux, mais qui demanderont justement la connaissance, c'est-à-dire qu'on leur explique la signification de consommer local et comment consommer local avec ce qui existe. D'ailleurs, on va rester sur cet aspect puisque ça a été évoqué, annoncé par le Premier ministre le 24 janvier dernier lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. L'organisation prochaine des assises nationales donc, qui seront consacrées à ce volet lié à la vie chère, avec le Premier ministre qui dit qu'il va réunir les départements ministériels concernés par cette question en vue d'organiser, courant mars 2023, les assises nationales contre la vie chère. Elles réuniront les professionnels du secteur, l'administration publique, les collectivités locales, la grande distribution, les revendeurs, les syndicats de commerçants et les associations de consommateurs. Un examen minutieux de la structure des prix devra être opéré à l'issue duquel le gouvernement fixera les marges bénéficiaires acceptables. Donc commençons par les assises nationales de la lutte contre la vie chère. Oui, les assises nationales de la lutte contre la vie chère, c'est justement le prolongement de la Commission nationale de la lutte contre la vie chère qui existe déjà au ministère de l'économie et qui était sous la gouvernance du Premier ministre. Et donc faire cela, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et ça fera en sorte que tout le monde puisse participer et apporter sa contribution afin que nous puissions lutter de façon efficace contre cette vie chère. Mais de l'autre côté, chacun devra connaître ses responsabilités. C'est juste un partage de responsabilités. Il faut que ça soit effectif et que lorsque les administrations aussi, qu'on leur dit, on demande par exemple à la douane, de prendre 5%. Mais si la douane prend au-delà de 5%, la douane contribue à augmenter la vie chère au lieu de lutter, par exemple. C'est un exemple. Donc il y a des plaintes comme ça de la part des commerçants. C'est une... pourquoi on se retrouve? C'est une question essentielle, évidemment, puisqu'aujourd'hui, on l'a vu, le Gabon et plusieurs pays dans le monde continuent à subir à géométrie peut-être variable les méfaits de la pandémie liée à la Covid-19 et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout à fait. Et sachant que le pouvoir d'achat de population n'est pas aussi fort, il faut que le gouvernement, dans l'urgence, apporte des réponses concrètes à ce problème. C'est un problème que les Gabonais vivent au quotidien, celui de la vie chère. Et quelles seront, entre autres, les propositions de l'organisation gabonaise des consommateurs lors de ces assises nationales contre la vie chère? Ce sera quoi votre priorité à vous, Ibrahim Sendje? On donnera nos propositions. Vers quoi, selon vous, le gouvernement devrait-il tendre? Oui, le gouvernement vers la communication. Vers la communication. Je ne le dirai jamais assez. Il faut communiquer davantage dans ce qui se fait. Qui fait quoi? Qui est dans la grande distribution, qui est commerçant de détail, qui est commerçant grossiste, qui est commerçant demi-grossiste. C'est ça. Et tous ces acteurs doivent être clairement identifiés et ces acteurs doivent communiquer quelles sont leurs responsabilités. Par exemple, lorsque l'huile a flambé ici, on n'a pas vu Olam venir communiquer. Et lorsque nous avons communiqué, les gens ont pensé que nous étions de connivence avec Olam. Mais non, nous avons communiqué sur la base des informations que nous avions du gouvernement et de l'AM. Et donc, c'est dans ce sens que
il appartient à ces entreprises dites citoyennes de venir communiquer dans ce qu'ils font. Donc le gouvernement va nous encadrer en nous mettant ensemble et on doit se dire des vérités. C'est dans quel but, dans quel intérêt? C'est l'intérêt général. C'est tout le monde qui devra être gagnant. Hein. Au sortir de là, chaque entité saura sa responsabilité. Et lorsque ce maillon, on saura quel est le maillon faible dans cette chaîne, parce que c'est toute une chaîne. Les administrations, les collectivités locales, les syndicats et autres associations de consommateurs, c'est toute une chaîne, c'est beaucoup d'acteurs. Mais pour nous, comme vous le demandiez, nous allons demander au gouvernement de faire participer beaucoup de consommateurs. Je veux dire, il faut engager des bénévoles parce que les agents de l'administration ne peuvent pas être partout à la fois. Donc il faut créer des brigades comme ça se passe ailleurs. Des brigades de contrôle? Des brigades de... Non, pas de contrôle, de dénonciation. C'est-à-dire, le gouvernement prend des décisions. Il est arrivé en 2008, dans les années 2008, quand il y avait également la crise économique, la vie chère. Le gouvernement prend des décisions et les mêmes agents de l'administration viennent fouler aux pieds les décisions du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des agents de l'administration qui ont leur agenda à eux. Les DG là, que vous voyez, ils ont leur agenda à eux. Et le gouvernement dit, l'Organisation gabonaise des consommateurs, vous allez faire la propagande des décisions du gouvernement. Par exemple, on va plafonner les prix à tel niveau et essayer de vulgariser. Des relais sur le terrain. Mais quand nous, on relaie, ce sont les mêmes agents du gouvernement et de l'administration qui viennent maintenant, qui viennent faire le contraire, viennent faire les contrôles. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est de la corruption dont vous parliez. Et ça, c'est la corruption. Ça, c'est même pas la corruption, c'est l'incivisme au niveau de l'administration. Parce que c'est le gouvernement... Oui, mais il y a des connivences entre ces responsables de l'administration publique de ces différentes entités et les opérateurs. Justement parce qu'effectivement, c'est la corruption. Ils entretiennent la corruption parce qu'il y a des pots de vin entre ces agents de l'administration et les opérateurs économiques. Donc, du coup, les décisions du gouvernement se retrouvent sans impact sur la population. Ibrahim Sendiou, on va peut-être terminer par là. Lors de sa déclaration de politique générale, en parlant justement de l'organisation de ces assises nationales contre la vie chère, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze a parlé de l'importance de revoir la structure des prix. Est-ce que c'est pertinent? Oui, on verra la structure des prix. Mais puisque nous importons, il y a beaucoup de facteurs qui influencent le prix. Tous les produits alimentaires importés doivent avoir donc une subvention avant que nous ne produisions nos propres produits. Bon, le gouvernement fait déjà dans la péréquation. Oui, la péréquation, il faut que ça... Il y en a... 13 milliards de francs CFA qui ont été consentis il y a quelques mois justement pour stabiliser ces prix-là. Mais dans ce sens-là, mais il faut qu'on sache, c'est-à-dire que la société civile et les organisations de consommateurs doivent connaître exactement qui a reçu la subvention et qu'est-ce qu'il en a fait. Et si c'est opaque, le gouvernement fait ses déclarations, c'est bien, mais nous devons regarder qui est le bénéficiaire. Parce que le gouvernement le fait pour qui? C'est pour la population. Mais le gouvernement fait aux opérateurs économiques. Les opérateurs économiques bénéficient doublement. On fait des allègements fiscaux, et bien, après, le consommateur arrive, le prix augmente. Donc, on n'a rien fait. Ça donne l'impression que le gouvernement n'a rien fait ou le gouvernement est de connivence avec les opérateurs économiques. Or, tel n'est pas le cas. Il y a des moutons noirs, il y a des brebis galeuses dans la distribution et dans la lutte contre la distribution, contre la corruption, contre la vie chère par ces agents de l'administration. Ibrahim Sendiou, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome. Évidemment que vous reviendrez nous voir et on va continuer à décrypter l'actualité relative notamment aux droits des consommateurs, à la consommation, à la vie chère, puisqu'il y a en ligne de mire l'organisation de ces assises nationales consacrées à la vie chère. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.